Parti de France le 20 mai, après une courte halte à Anchorage, le groupe militaire de haute montagne a fait étape à Talkeetna, point de départ des expéditions à destination du versant sud du massif du mont McKinley. De là, 3 rotations de Cessna 185 sont nécessaires pour faire franchir aux 10 grimpeurs les zones marécageuses qui les séparent des glaciers. Il est près de minuit, le déchargement du matériel se fait aux limites même du Denali National Park, au-delà desquelles toute dépose est interdite. Les 10 hommes doivent maintenant parcourir 20 km sur le long glacier de Ruth avant d'atteindre un camp de base à partir duquel ils pourront rayonner sur plusieurs sommets. Les différences de température considérables, de moins 30 à plus 25, ajoutées à l'agression permanente du soleil et des vents, rendent les premières heures de progression pénibles. Comme à chacune de nos expéditions, c'est l'occasion d'expérimenter de nouveaux matériels. Des skis de fond de randonnée très légers permettent de remonter les glaciers sur des neiges difficiles. Les traîneaux en fibre de verre facilitent les portages. De cette façon, chaque homme achemine environ 60 kg de matériel et de vivres, soit une trentaine de jours d'autonomie totale. La situation du camp de base a été minutieusement choisie pour éviter l'ensevelissement sous une avalanche et l'emplacement de chaque tente est creusé pour assurer une meilleure protection contre les vents. Je vais voir si c'est le même que nous, parce que... Le groupe militaire de haute montagne se compose d'une équipe permanente de 5 hommes, renforcée d'alpinistes de haut niveau qui effectuent leur service militaire. Cette équipe réalise chaque année dans les Alpes et dans les massifs lointains les plus grandes ascensions. En 1978 au Groenland, en 1981 sur le versant chinois de l'Everest, en 83 dans les régions polaires de l'Arctique et dans l'Himalaya indien. Oui, ça va, pas tant que ça, hein. Alors dis donc, le McKinley, c'est un bestiaire, ça. Oh, le monstre. C'est domine, hein. Vraiment domine, hein. Oh, c'est complètement fou, hein. Ouais. Les potes. L'absence quasi totale de nuit, à peine 2 à 3 heures de pénombre, conduit le groupe à adopter un nouveau rythme. Les périodes de repos et d'effort doivent s'équilibrer sans tenir compte des rythmes de vie de nos régions tempérées. L'équipe de reconnaissance progresse lentement sur le glacier de Ruth, gorge étroite dominée par de formidables escarpements de glace. L'abondance des crevasses, l'épaisseur de la couche de neige, la menace permanente d'avalanche font régner une atmosphère pesante. Le premier objectif à partir du camp de base sera le mont Huntington par son arête nord-ouest. Très vite, l'arrivée du mauvais temps nous rappelle qu'ici, en Alaska, on ne peut compter que sur de très courtes journées de beau temps. L'accumulation de neige augmente les risques d'avalanche et nécessite la construction de cavernes de neige et d'iglous. Solution confortable pour passer de longues heures d'inaction et prendre les repas. Yo, t'en es où toi? Hein? T'en es où? Nous on a fait la galerie qui les rejoint, puis on est en train de se faire une alvéole à droite. Ah ouais. Ok. On a étayé des gros blocs tout à l'heure.
Et dans le truc au chocolat, l'entrée au chocolat, vous avez rajouté du miel déjà pour essayer? Non. Non? Ouais. Ça vaudrait pas le coup? Enfin, le beau temps est revenu. C'est aux heures les plus fraîches que l'équipe atteint le pied du couloir, haut de plus de 800 mètres, qui permet de rejoindre l'arête. De là, une corniche se développe sur 3 km, presque jusqu'au sommet. Les conditions de neige sont extrêmement surprenantes. La verticalité des pentes, l'instabilité des couches sont typiques des montagnes arctiques. Même dans les couloirs les plus raides, il faut tracer dans la neige profonde et les grimpeurs doivent se relayer fréquemment en tête. Ah, tire à gauche peut-être maintenant, non? Hein? C'est bon, on n'en passe pas trop? Ça va, on n'en passe pas trop? On enfonce il y a 20 cm en dessous c'est dur. Ah, ok. C'est drôle. 8 heures sont nécessaires pour escalader les 800 premiers mètres. Le plus difficile semble être fait. Il est 2 heures du matin lorsque, dans un énorme fracas, une importante plaque avant entraîne la chute du premier de cordée. Le pire est évité, mais l'équipe décide de rebrousser chemin devant les nuages annonciateurs de mauvais temps. De retour au camp de base, la tempête va sévir pendant 3 jours. C'est l'indispensable récupération des forces grâce à l'inaction forcée. La deuxième tentative est rendue plus pénible encore par la remontée d'une importante avalanche dans le couloir. Pétard, si ça enfonce, c'est... Ça passe pas?
Ça passe pas? Ouais. Après plusieurs heures d'effort, l'arête qui doit conduire au sommet est enfin atteinte. Un passage rocheux d'extrême difficulté nous bloque plusieurs heures. Il est 23 heures et heureusement, à cette latitude, la lumière est encore suffisante pour grimper. Après les difficultés rocheuses, une plateforme, propice à un bivouac, permet de prendre quelques heures de sommeil. Notre technique est de progresser avec notre matériel sans établir de camp fixe et sans laisser d'équipement sur la montagne. Curieusement, les effets de l'hypoxie, la raréfaction de l'oxygène, sont différents selon les massifs. Ici, bien que les altitudes soient moins élevées que dans l'Himalaya, les respirations deviennent haletantes et la marche se ralentit dans la succession des bosses qui mènent au sommet. Après cette première expérience sur le mont Huntington, une cordée gravira un sommet sans nom par un difficile itinéraire mixte, tandis qu'une autre triomphera de la redoutable face nord du Rostercombe. Enfin, une cordée réussira dans la même saison, pour la première fois dans les annales de ce massif, la trilogie des 3 plus grands sommets de l'Alaska. Le 11 juin, l'arête sud-est du mont Foraker, 5300 mètres. Le 16 juin, la Western Rib du mont McKinley, 6190 mètres. Le 28 juin, la face nord du mont Hunter, 4500 mètres, par un itinéraire entièrement nouveau, de difficulté extrême.